Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 17 février 2014 de Laval et compagnie. À chaque semaine, cette émission couvre divers aspects de la vie lavalloise, la vie sociale, communautaire, culturelle, du monde des affaires et de la politique. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. De l'Écho de Laval, Ghislain Plourde, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Bonjour, Éric. Bonjour. Bien sûr, ce code d'éthique pour les élus municipaux, un code d'éthique qui a été adopté lors de la récente réunion du conseil municipal. Notamment en ce qui concerne le conflit d'intérêts, on a bonifié ce qu'on retrouvait dans le précédent code d'éthique. Et maintenant, disons qu'on a défini de façon plus claire ce qu'est la notion de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts s'applique évidemment pour les élus, mais également maintenant pour les proches d'un élu. En plus. Et ça, c'est nouveau. On force également les élus, tous ceux qui sont témoins d'une situation de conflit d'intérêts, à dénoncer. Donc, il y a une obligation de dénonciation dans ce code d'éthique et on doit également en aviser autant la Ville que le ministère des Affaires municipales, le MAMRO. Donc, la notion de code de conflit d'intérêts est, disons-le, bonifiée dans ce nouveau code d'éthique. Ça va rassurer les citoyens. Ah, tout à fait. On en avait besoin ici, hein? Oui. On s'entend là-dessus. Il y a la députée Suzanne Proulx avec son forum sur l'hypersexualisation. Effectivement, c'est dans la foulée de vous rappeler cette histoire de minimis de ce gala qui devait avoir lieu à Laval à l'automne dernier. La députée de Sainte-Rose, Suzanne Proulx, est adjointe parlementaire à la condition féminine. De là est venue l'adoption de ce forum sur l'hypersexualisation. Elle s'était dit préoccupée à l'époque par ce gala des minimis. Et les discussions, les réflexions ont cheminé vers la tenue de 4 forums régionaux. Le premier s'est tenu à Laval dans les dernières semaines. Ça a été un franc succès, une centaine de participants. Et ce qui est ressorti de ça, c'est que malheureusement, les médias sociaux fort populaires, mais sont aussi des outils de propagation à vitesse grand V, des stéréotypes qui mènent vers l'hypersexualisation. Ce qu'on a constaté, c'est que souvent, les gestes disons-le, répréhensibles, sont commis hors des heures d'école, mais les impacts ont des impacts directs, frappent les établissements scolaires. On n'a qu'à se rappeler, c'est en novembre dernier, une dizaine de jeunes de 13 à 15 ans à Laval qui ont été appréhendés par le service de police pour avoir pris part à un réseau de possession et de distribution de porno juvénile. On distribuait des photos osées sur notamment l'application Instagram. Donc, on veut éviter ce genre de gestes. Et on a conclu ce forum en disant que la responsabilité est de tous. Oui, il y a une part de l'établissement scolaire, il y a une part des forces de l'ordre, mais également des parents. Bien sûr, et des citoyens. Oui. Absolument. Et le dernier de tes 3 sujets, c'est une Lavalloise de 16 ans qui est dans le sport élite. Et qui cogne aux portes de l'élite mondiale du taekwondo. Son nom, c'est Gisem Kamkiran. Elle va prendre part en mars prochain au championnat du monde de taekwondo à Taïwan. Malgré son jeune âge, Gisem pratique le taekwondo depuis l'âge de 7 ans. Elle a donc 9 ans d'expérience. À 16 ans, c'est beaucoup, là. Elle possède des atouts, selon son entraîneur, qui sont indéniables, qui vont l'amener vers les plus hauts sommets. Il faut préciser que Gisem, à 16 ans, mesure déjà 6 pieds et 1 pouce. Quoi? Oui. Alors, elle est très... Donc, elle a une très bonne portée, entre autres pour ce qui a trait à la discipline du taekwondo. Et son objectif ultime, c'est bien sûr les Olympiques. Et elle vise déjà les Jeux de Rio, c'est dans 2 ans, en 2016. Bien, merci. Ça nous fait un beau tour d'horizon. Si vous voulez lire toute l'actualité de Laval et des alentours, vous allez sur l'Écho de Laval, soit le site web. Oui, des infos fraîches tous les jours, l'échodelaval.ca et l'Écho de Laval distribué tous les mercredis. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Ghislain. Avant l'arrivée de l'équipe d'hockey des Braves à Laval, il n'y avait pas eu de hockey semi-professionnel au Colisée depuis le départ des Chiefs pour Saint-Jean-sur-Richelieu, et ce, en 2006. C'est le 27 novembre dernier que l'équipe des Braves, anciennement appelée les Braves de Valleyfield, ont pris la route pour venir officiellement s'établir à Laval
et ainsi devenir l'équipe des Braves de Laval. Et j'ai aujourd'hui Danick Lessard pour nous en parler. Alors, Danick, propriétaire de l'équipe, assistant entraîneur, comptabilité, multitâche, on peut dire. Directeur général et gouverneur de l'équipe aussi. Et gouverneur de l'équipe. Alors, c'est quand même des gros titres, là. Oui, c'est des gros titres, mais il faut faire avec. Oui. Alors, parlons du déménagement. Donc, l'équipe qui a déménagé de Valleyfield pour venir s'établir à Laval. Donc, pourquoi avoir décidé de faire ce déménagement? Bien, le déménagement n'a comme pas eu... ça n'a pas été facile à faire, en réalité, mais on a dû le faire justement au niveau des assistances, au niveau genre de la ville. On avait des commandites qui devaient embarquer. Les commandites se désistaient. Puis après ça, bien, il y avait peut-être, au début, peut-être la première game, 1300 personnes. Après ça, 1100, 900, 700, 600, 500. Oh! Dernière game qu'on a joué, genre à Valleyfield, on a joué contre Cornwall, puis eux, ils amènent toujours peut-être 200-300 personnes. Fait que oui, ça a augmenté la foule, mais il reste que c'était pas viable. Fait qu'on a dû déménager aussi, genre, à Laval, justement au fait que les locaux, la glace, tout ça ensemble, ça coûtait cher. Tandis qu'à Laval, c'est viable, puis... J'ai joué au hockey ici à Laval, puis je connais beaucoup de monde. Beaucoup de commerce aussi, puis genre pour les commandites. Donc, je trouve que personnellement, c'est plus viable. Donc, tu as joué pour les Chiefs. C'était les Chiefs de Laval. Mais là, ça nous fait dire que tu es un petit peu vieux, là, puisque c'est parti en 2006. On peut en parler un petit peu, on peut rentrer dans le sujet, mais... non, j'ai commencé à Laval à ma la deuxième année des Chiefs. J'ai commencé ici à Laval en 99-2000, puis j'ai roulé ma base dans le circuit pendant 15 ans. Je t'ai reconnu, genre, aux côtés de Toughness, mais... Oui, toi qui étais un grand gaillard, reconnu pour se batailler. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est important pour toi, dans une équipe de hockey, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de défendre les joueurs ou... Bien, je te dirais que oui. Oui, c'est important, parce qu'il ne faut pas renier aussi, genre, les origines de la Ligue. La Ligue, elle s'est fait connaître, genre, justement, au niveau de Toughness. Puis, à Laval, bien, souvent, quand je suis en arrière du banc, j'entends toujours la même chose. Sont où les Chiefs? Les Chiefs... Le monde sont comme ancrés, genre, dans ce monde-là, genre des Chiefs. Donc, on n'a pas le choix d'emmener, genre, côté de Toughness, plus que les autres équipes de la Ligue. Mais la tangente de la Ligue fait en sorte que ils veulent avoir, genre, une bonne game de hockey. Quelques batailles, je te dis pas, genre, 20 combats par match, mais peut-être 2, 3, 4 maximum. Donc, c'est un ensemble. Mais est-ce que c'est difficile d'essayer de retrouver les Chiefs? Parce que vous n'êtes pas les Chiefs, là, vous êtes les Braves de Laval. C'est une équipe totalement différente. Totalement différente. C'est sûr que c'est notre première année dans le circuit, donc on a parti, genre, notre équipe d'un repêchage. On a fait une équipe avec les restants, en réalité, genre, de chaque équipe, parce que chaque équipe devait protéger au premier tour 20 joueurs, donc on a pigé les gars de liste. On a monté une équipe, il y a eu des transactions qui ont été faites. Maintenant, je regarde mon line-up que j'ai présentement, puis on ne dirait pas que c'est une équipe d'expansion. C'est sûr, si tu regardes la fiche au général, oui, mais il reste qu'on a eu une mauvaise saison de côté, mais on va essayer de bien finir la saison. Oui, parce que vous qui êtes au dernier rang de la division avec 7 victoires, 16 défaites et 3 défaites en prolongation, je ne veux pas revirer le fer dans la plaie. Non, mais c'est correct. Écoute, chacun a ses débuts, puis nous, notre début, genre, c'est qu'est-ce qui est écrit là, sauf que je te dirais que l'équipe, l'image de l'équipe ne reflète pas, genre, directement le classement général. Mais est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le dos du déménagement? Est-ce que c'est à cause du déménagement que l'équipe a été déstabilisée ou ça n'a pas du tout rapport? Je te dirais le déménagement aussi, genre le roster. On est allé genre jouer des matchs à Thetford Mines, Saguenay, genre avec 13 joueurs d'attaque. Tu sais, c'est pas beaucoup. On a eu des amendes. La Ligue nous a mis des amendes parce qu'il manquait de joueurs. Ça n'a pas été facile, mais on s'est quand même bien sortis jusqu'à présent. Puis on entame le dernier droit, genre, je te dirais, de la saison. Après ça, c'est les playoffs qui commencent. Donc, on était un nouveau club, justement, bâti pour les playoffs. Et est-ce que ça se peut que vous avez changé de ligue aussi? Vous étiez anciennement dans le 3A, mais là, vous êtes rendu dans la Ligue nord-américaine, c'est ça? Oui. Au début, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'équipe du junior 3A a été dissous. On a fait une demande à la Ligue nord-américaine. Ensuite, c'est accepté. On a dû faire un repêchage avec les autres équipes. L'équipe s'est bâtie de cette manière-là. Puis après ça, on a comme fait le cheminement en réalité, genre de la Ligue junior 3A à la Ligue nord-américaine. Et puis, parlons du repêchage. D'où viennent les joueurs? Est-ce que ça vient des équipes de la Ligue nord-américaine ou c'est un petit peu partout au Québec? Comment ça fonctionne? Le repêchage, ça vient directement genre, des équipes de la Ligue nord-américaine, des 7 autres équipes. Et le repêchage s'est bâti à partir de là. C'est sûr que tu peux signer des joueurs autonomes. J'en avais signé des joueurs autonomes qui n'appartenaient pas à aucune équipe. J'avais signé Dominique Pernin, avec qui j'avais déjà joué à Laval dans le temps. Lui, il est parti en France. C'est sûr et certain que je me fiais beaucoup sur lui, mais c'était un
qui est parti parmi tant d'autres. Sauf que, tu sais, comme là, prochainement, on va travailler genre le prochain repêchage pour l'année prochaine. C'est des joueurs qu'on va repêcher qui sont un petit peu partout. Des joueurs d'environ quel âge? Je te dirais que c'est de 20 à... Bien, je te dirais que le maximum, je pense, c'est 45 ans. Sauf que c'est sûr et certain que tu ne repêches pas un gars genre de 40 ans, mais je te dirais que j'irais peut-être entre 20, 25, 30 ans maximum. OK. Puis est-ce que le fait d'être dans la Ligue nord-américaine offre une meilleure visibilité aux jeunes, bien, aux jeunes et moins jeunes sur la scène nationale? Ou Bien, je te dirais une meilleure visibilité. Pas vraiment nécessairement la visibilité, mais c'est peut-être plus un tremplin, comme je t'expliquais tantôt. Pour les jeunes qui veulent, mettons, exemple, finir leur étude, au lieu de s'en aller aux États-Unis, jouer, mettons, exemple, dans Central ou dans East Coast, bon, ben, ils vont avoir le temps de finir leur étude. Après ça, s'en aller évoluer ailleurs pour avoir au moins un diplôme en main. Puis, c'est pas, je te dis, c'est pas une ligue qui est moins forte ou quoi que ce soit. Le calibre est vraiment bon. Mais, comme je te dis, c'est que tu peux la semaine travailler, tu peux aller aux études, rester chez tes parents quand tu es jeune, profiter de tout ce petit package-là. Tandis que t'en allais, mettons, exemple, dans East Coast, tu joues 3-4 games par semaine, tu es toujours sur la glace, tu n'as pas le temps de faire les études. Quand on parle de East Coast, est-ce que c'est la Ligue nationale? Non, c'est la East Coast Hockey League. Ça se trouve être une ligue, des ligues mineures aux États-Unis, comme la Central. Après ça, tu as la Ligue américaine, la Ligue nationale. Alors, les Braves de Laval, donc c'est tout le temps qu'on avait. Il ne faut pas oublier d'aller encourager notre équipe, notre nouvelle équipe lavalloise au Colisée. Est-ce qu'il y a un site Internet de l'équipe? Oui, les Braves de Laval. Il y a Twitter, il y a Facebook, les Braves de Laval. Parfait. Alors, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Au plaisir. Mon prochain invité est un maniaque de musique, même qu'il en mange. Et écoutez, c'est absolument magnifique de le voir aller. Et il transmet son amour de la musique grâce à son école de guitare et de piano. Il s'agit de Benoît Girard. Bonjour, Benoît. Salut. Tu étais un gars de Laval. Exact. Et tu as ton école de musique depuis combien d'années ici à Laval? Depuis à Laval, ici, à peu près 5 ans, que j'ai aménagé dans le quartier Champfleury à Sainte-Rose. Et j'ai commencé mon école, mais en fait, j'ai commencé à enseigner environ il y a 11 ans. À même ma chambre chez mes parents. Je donnais des cours dans ma chambre et là, j'ai continué comme ça n'a jamais arrêté. T'as-tu grandi dans une famille musicale? Mon père jouait de la guitare. Donc, j'ai grandi en l'entendant jouer de la musique. Dans le salon, il grattait des chansons d'un peu de tous les artistes. Donc, oui, il y avait beaucoup de musique dans les fêtes chez moi. Tout ça, il y avait de la musique qui se... Et là, tu transmets ton savoir et ta passion à des jeunes, même des très, très jeunes. Exactement. Ça va de quel âge à quel âge? Les cours de musique, nous, on commence avec... Le piano peut commencer environ à 4 ans. Et la guitare commence environ à 5 ou 6 ans. Et on a des étudiants qui vont jusqu'à 70 ans, 75 ans qui commencent, des retraités il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il faut initier très tôt les enfants. Et d'ailleurs, vous le faites avec l'école? Oui, dans les garderies, c'est ça? Oui, on a une branche de l'école de musique qui s'appelle la Petite Note. Donc, c'est des cours d'initiation à la musique en garderie. C'est des professeurs qui se déplacent, qui vont à même les garderies pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Donc, avec des jeux, présentent les instruments. Donc, on essaie de créer l'émerveillement et l'intérêt de la musique chez les jeunes enfants à partir de 18 mois. Tu as quoi, 34 ans, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens qui font de la musique? Qu'est-ce que ça leur donne de plus dans leur vie? Parce que toi, c'est ta vie entière. Exactement. Bien, en fait, l'apprentissage de la musique, même au-delà, juste si c'était un simple loisir, ça va augmenter les capacités de concentration. Parce que quand on fait de la musique, on est vraiment amené à se concentrer. Ça va amener une augmentation de l'estime de soi aussi, parce qu'on va chercher beaucoup d'accomplissement à travers tout ça. Et bien, c'est ça, c'est un beau loisir aussi. Autre que, mettons, écouter la télévision, bien... Ou être sur l'ordinateur. Exactement, oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent de la musique ou ça se perd, ça, un peu? Bien, je dirais, ça dépend... c'est différent, parce que ça se perd pas. Il y a encore des jeunes, mais c'est quand même très stable, je dirais. Ça dépend des années, mais les goûts, peut-être, vont changer. Maintenant, il y a beaucoup plus de musique électronique et tout, donc il faut aller créer l'intérêt, il faut aller le montrer, il faut les faire découvrir parce que la culture générale n'est plus beaucoup amenée vers ça, mais on les aide à faire découvrir la musique. Puis l'intérêt est encore là quand il y a un bon encadrement. Toi, tu es guitariste. Exactement. De formation, chanteur aussi. Oui, les guitaristes, ça pogne plus, hein, d'habitude, dans un band ou... Donc ça peut être un atout, essayer de vendre ça aux jeunes. Exactement. Hein? On peut vendre ça aux jeunes. C'est un très bon atout. J'en prends bonne note. Absolument. Y a-tu plus de gars ou de filles en musique?
Ah, c'est les deux. Je vous dirais que dans l'école, c'est vraiment 50-50. Autant les gars que les filles. C'est sûr que les gars et les filles ne veulent pas jouer le même répertoire, mais c'est vraiment divisé. J'ai eu un prof de piano quand j'étais jeune. Ah oui? C'était un Russe. Je pense qu'il y avait 2 rangées dedans. Il avait l'air de jazz. Il m'a fait peur, je te jure. C'est vrai, il m'a découragé. Ah non, c'est ça. Ça prend des bons profs pour transmettre. C'est très important. Absolument. Qu'est-ce que vous donnez justement à vos jeunes à votre école? Nous, notre approche, autant pour les jeunes que les personnes plus vieux, pas juste pour les jeunes, mais c'est vraiment basé sur les goûts musicaux. Donc, la personne arrive, dit « Moi, j'aime telle musique ». Et on forme un programme là-dessus. C'est pas tout le monde joue le classique, tout le monde... La formation est très variée et on peut montrer une toune de Bach de Céline Dion ou de Metallica. Dépendamment, vraiment, on fait un programme spécialisé selon les intérêts de musique de la personne. Mythe ou réalité, les Asiatiques sont meilleurs au piano? Les Asiatiques ont peut-être une plus grande discipline de pratique parce qu'eux sont forcés à pratiquer. Donc, ils prennent des jeunes de 4 ans puis ils sont obligés de pratiquer 6 heures. Donc, ils vont arriver plus vite à leur fin avec ça. On peut dire la même chose aussi au niveau des sports. Je pense qu'ils ont une rigueur, les Exactement. Asiatiques. Mais je dirais pas vraiment que c'est une question de talent, je dirais que c'est une question de discipline au travail. Est-ce qu'on voit justement des talents émerger de ce temps-ci dans votre école? En fait, dans les 3 dernières années, j'ai 3 personnes qui ont été acceptées dans au collège Lionel Groulx en musique, là où moi-même j'ai fait mes études. Et il y a un professeur de guitare qui était mon étudiant depuis qu'il a commencé à 9 ans. C'est devenu un professeur dans mon école. Donc oui, il y a des talents qui vont émerger, j'en suis sûr. On a dit l'âge, c'est quoi, le début pour initier un enfant? Pour initier un enfant, le piano à 4 ans, la guitare à 5 ans. C'est plus dur la guitare, non? Bien, c'est parce que oui, pour ce qui est de peser physiquement, c'est un petit peu plus difficile. Mais on peut commencer à n'importe quel âge. C'est cher, donner ça à son enfant comme formation à l'école? C'est sûr, c'est des leçons privées, donc c'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est un très bon investissement, à mon avis, parce que ça fait développer l'enfant sur d'autres sphères, non pas juste sur la musique. Comme je disais, la capacité de concentration, l'estime de soi, donc on va chercher sur plusieurs aspects. Est-ce que ça peut aider les enfants qui ont des problèmes d'attention, entre Absolument. autres? Des déficits d'attention? Quand on fait de la musique... En fait, la musique, c'est une des seules disciplines qui connecte les 2 hémisphères du cerveau, la gauche et la droite. Donc, ça permet vraiment de faire de la concentration sur d'autres aspects. Donc, ça vient former l'enfant en même temps. Absolument. École de guitare et de piano Benoît Gérard. Vous voyez à quel point ce gars-là est allumé. 2490 rue Faisan à Laval. Exact. 514-677-7713. Exactement. Si on veut plus de détails. Sinon, il y a un site Internet. Une page Facebook, École de guitare Benoît Gérard. Et la même chose pour la petite note, les cours pour les garderies. L'initiation en garderie. Même numéro. Bien, merci, Benoît. Ça m'a fait plaisir de former cette prochaine génération de musiciens et de chanteurs. Excellent, merci beaucoup. Nos 2 prochains invités viennent nous parler de la 8e édition du concours Droit de cité qui est organisé par le Forum Jeunesse de Laval. Vous allez me permettre de regarder ma feuille puisqu'ils ont des noms un peu longs. Yannick Carl Demers et Émilie Angrignon-Giroir. Vous êtes respectivement président du Forum et vous êtes dans la participation citoyenne. C'est bien ça? Exactement. Ce concours de cette année, Droit de cité, d'abord, décrivez-moi ce que c'est que Droit de cité. Et ensuite, on va parler du thème. Oui, Droit de cité, en fait, c'est un concept développé il y a longtemps dans le cadre d'une entente sur l'implication citoyenne. L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes s'informent afin de mieux s'engager dans leur communauté. Et le thème de cette année? En fait, le thème de cette année, c'est « Mon reflet sans complexe ». Ça a comme objectif, en fait, que les jeunes posent sur eux-mêmes un regard par rapport à leur apparence corporelle. C'est important, hein? C'est une préoccupation bien grande chez les jeunes. Oui, bien actuellement, on sait que le poids, la grandeur, toutes sortes que l'image que les jeunes projettent sur les autres ou voient des autres, c'est très, très important. Donc, on a décidé cette année de mettre ça comme thème pour qu'ils puissent eux-mêmes faire une réflexion sur leur corps ou sur l'image que la société leur demande d'avoir. On parle d'un concours artistique, mais on peut s'exprimer de différentes façons sur ce thème-là. Oui, tout à fait. À l'intérieur du concours artistique, en fait, toutes les formes d'art sont acceptées, que ce soit l'écriture, que ce soit l'art visuel, le dessin, la peinture. Également, peut-être les arts de la scène seraient acceptés. Donc, Et ça réunit combien, ou vous allez toucher combien de personnes cette année? Est-ce que vous savez déjà à peu près?
Bien, combien de monde? Non. Exactement combien on va en toucher. En fait, ce qu'on espère, c'est qu'il y en ait le plus possible qui participent pour rendre le concours le plus dynamique. Par contre, c'est des jeunes qui vont se retrouver entre 10 et 35 ans. Donc, ça touche le primaire, le secondaire, le cégep, l'université et même une partie plus professionnelle. Et dans ce concours-là, enfin, on soumet des œuvres, c'est ça? Oui, en fait, les jeunes, le concours est lancé, donc ils ont jusqu'au 4 avril à 17h pour remettre leur œuvre avec le formulaire de participation. Tout est en ligne sur notre site Internet pour savoir l'adresse, le détail pour les formulaires et les règlements. C'est au www.droitdecité.qc.ca. Donc, ils pourront avoir toute l'information pour ça, pour ce qui est du processus de remise des œuvres. J'ai vu, entre autres, que certains dessins seront reproduits sur des affiches et seront affichés dans des autobus de la STL. Donc, c'est une bonne initiative aussi. Oui, c'est le prix coup de cœur offert par la STL, en fait. Chaque année, donc, la STL choisit une œuvre qui l'interpelle particulièrement. Et puis, le gagnant de ce prix particulier-là va être affiché dans les autobus de la STL. L'œuvre du jeune va être affichée dans les autobus. Mais il y a d'autres partenaires également qui donnent des prix. Oui, c'est vrai, de très beaux prix d'ailleurs. Oui. Comme des iPads, c'est ça que j'ai vu? Oui, des iPads. Le C3S offre un iPad. L'Université de Montréal également. Alors, le temps est là. En ce moment, on peut déjà soumettre jusqu'au 4 avril son œuvre. C'est une pièce de théâtre, c'est plus difficile. C'est quoi? À ce moment-là, c'est le script de la pièce de théâtre, j'imagine? Bien, ça va être effectivement le produit écrit de la pièce de théâtre. On verra s'ils vont la monter ou ils peuvent la monter, la capter visuellement. Il y a plusieurs façons. Ce qui compte, en fait, c'est d'utiliser un médium qui leur permet de s'exprimer comme eux le sentent. Okay. Et est-ce que ça ne touche que les jeunes de Laval? Pour le concours, ça s'adresse effectivement aux jeunes de Laval. Oui. OK. Donc, jusqu'au 4 avril. Je rappelle le site Internet si vous voulez soumettre ou voir les détails du concours. C'est donc droitdecité.qc.ca. droitdecité.qc.ca. Merci Yannick. Merci Émilie. Merci à vous. Saviez-vous qu'au Scrabble, le mot altruisme vaut 10 points? Mais en réalité, cette qualité est inestimable et c'est justement ce dont on parle à Mille Merci avec notre bénévoliste en chef, Peggy Belland. Bonjour, Peggy. Bonjour, Éric. Tu savais pas ça, hein, que ça valait 10 points? Non, pas du tout, mais je vais retenir le mot. Tu nous présentes qui ou tu nous parles de quoi cette semaine? Oui, bien cette semaine, en fait, je veux commencer par vous parler d'une étude que j'ai trouvée parce que le mois de février, c'est le mois où on est beaucoup dépressif. Il y a un haut taux de suicide et je voulais partir ça sur une note positive. Bien sûr. Et en fait, j'ai découvert une étude qui a été faite par les assurances financières Manuvie. Des chercheurs ont déclaré l'expression « l'euphorie de la personne aidante ». Ça veut dire quoi? Au juste? C'est extraordinaire. L'euphorie de la personne aidante est un phénomène scientifique et prouvé, en fait, qui a été chimiquement, biologiquement prouvé que les personnes qui font du bénévolat ont une meilleure santé que les autres et sont plus heureux dans la vie. Donc, ils vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps et ça réduit le taux de dépression, les maladies cardiaques, ça réduit le stress et l'anxiété et ça abaisse la tension artérielle. Donc, c'est on dit aussi la même chose de faire l'amour, mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera une autre fois. Un autre département. Un autre département. Tu nous présentes qui cette semaine? Oui, cette semaine, pour faire un lien avec ce que je viens de vous dire, je vous parle de Yannick Papillon. Yannick Papillon a un handicap intellectuel moyen et c'est une personne très inspirante parce qu'il s'implique dans sa communauté malgré son handicap et c'est un beau modèle. Voici les questions que je lui ai posées et ce qu'il avait à nous dire. Yannick, tu es un jeune impliqué sur le territoire lavallois. Tu es impliqué dans plein d'événements, dont le Mondial Auto-Québec, dans la Ligue de hockey, mais ça fait 4 ans que tu es avec nous à la télévision régionale de Laval. Comment ça a commencé, cette belle aventure-là? C'est avec le CRD Normand Laramie, puis c'est eux autres qui m'ont trouvé ça là, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu fais plusieurs choses, mais qu'est-ce que tu aimes le plus à la télévision régionale de Laval en tant que bénévole? Moi, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est faire l'entretien ménager, rencontrer le nouveau monde, puis c'est ça. Oui, parce que vous êtes plusieurs. Peux-tu me parler un petit peu avec qui tu fais du bénévolat ici? Oui, avec Daniel puis Donald Blanc. Tu fais autre chose aussi, là, au Mondial, l'Auto-Québec. Qu'est-ce que tu fais, puis aux Fêtes gourmandes? Je fais la sécurité au stationnement au Mondial Coral. Puis l'année passée, on était
au stationnement, on plaçait les voitures, puis au frais de gourmande, mais on surveillait pour la sécurité aussi un peu. Là. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont à la maison puis qui font pas de bénévolat? Eux autres, là, ils pourraient en faire. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux pour les inciter à participer sur le territoire lavallois? Ils devraient s'impliquer pour faire du bénévolat, puis c'est le fun. Oui, parce que ça procure beaucoup de plaisir. Oui, oui. On le voit dans ton visage, Yannick. Au nom de la chronique, mille merci. On t'encourage à continuer. Tu es un beau modèle. Puis merci pour tout ton temps donné au Lavallois. Mais merci beaucoup. Ben, c'est une belle trouvaille, c'est Yannick Papillon. On va retenir son nom. Et là, tu cherches toujours des gens, bien sûr, à nous faire connaître ici à l'émission. Oui, on a jusqu'au mois d'avril. Donc, écrivez-moi au peggy@tvrl.ca. Je te souhaite une bonne semaine et à la prochaine. À la prochaine. La pianiste et compositeur de jazz montréalaise Lorraine Desmarais est présentement en tournée pour son album Couleur de lune. Elle sera à la Maison des Arts de Laval le 20 février prochain, c'est ça? Exactement. Oui, voilà. Et bonjour Anne-Marie Kiroir. Bonjour. Je voulais te remercier de m'avoir fait découvrir cette artiste-là parce que je la connaissais pas du tout, donc ça manquait cruellement. On poursuit dans la à ma lignée culture. Oui, c'est des ça. femmes incontournables de la culture québécoise. Ben oui, tout à fait. Là, c'est quand même une icône de la musique jazz. Ben oui, la semaine dernière, je vous parlais d'une icône, en fait, d'un nom incontournable de la danse contemporaine, Marie Chouinard. Et cette semaine, on change de domaine musical dans le jazz, mais Lorraine Desmarais, qui est une pianiste, compositeur... incroyable. Incroyable, qui célèbre cette année, en 2014, son 30e anniversaire de carrière, 30e année de carrière. Honteux de ne pas la connaître, mais bon. Ça va. C'est signe d'humilité de ne pas tout connaître. Exactement. Donc, Lorraine Desmarais, comme tu dis, qui est en tournée présentement, en fait, depuis l'année dernière, son dernier album, Couleur de lune, qui est sorti en 2012. Un album en trio avec des collaborateurs qui la suivent depuis très longtemps. Le contrebassiste Frédéric Allary et le batteur Camille Bellil. Ils jouent ensemble depuis très longtemps. Lorraine Desmarais alterne entre des fois, son trio, des fois des spectacles avec plus de musiciens, des ensembles. Il y a beaucoup fait des pièces solo aussi. C'est une figure incontournable du jazz qui a fait avancer le jazz québécois, mais vraiment à l'échelle internationale aussi, parce qu'elle-même, comme compositrice, elle a fait avancer le jazz dans un style bien particulier, dans le sens que c'est... plusieurs, il y en a même qui vont dire que le piano a une relation très, très spéciale avec son piano. Apparemment qu'elle fait parler son piano. Oui, c'est ça. C'est qu'elle, c'est une très grande technicienne. Elle a gagné plusieurs prix d'interprétation au piano au courant des dernières décennies. Même, en fait, le premier prix, quand elle a commencé sa carrière en 1984, elle avait remporté un prix au Festival international de jazz de Montréal, comme quoi tout de suite on l'avait remarqué. Et elle a remporté ensuite plein de prix à travers le monde pour ses albums, aussi plein de nominations dans des galas aussi pour les albums. Et elle comme pianiste, et elle a joué, elle comme interprète avec plein de grands noms internationaux, comme le saxophoniste Paquito de Rivera, qui est un grand saxophoniste de Latin jazz. Hein, Amélie? Non? Oui, je le connaissais bien. Aussi, il y a le bassiste québécois Alain Caron qui fait une tournée, une carrière internationale. Elle a joué avec Karen Young, Rainey Lee, qui sont donc des chanteuses quand même reconnues aussi. C'est la beauté de sa musique, elle s'exporte partout. Bien, c'est ça. Puis elle-même, elle est appelée donc à accompagner des artistes, mais elle aussi, donc, comme créatrice, elle nous a proposé plusieurs albums. C'est son 11e, Couleur de lune. Et un album vraiment, vraiment intéressant qu'elle présente donc en live depuis l'année dernière. Mais juste à l'écoute, si vous n'avez pas cet album, je vous recommande déjà fortement de l'écouter d'abord avant de vous rendre à la Maison des Arts, parce que déjà, on dirait que quand on écoute l'album avant, comme quand on va voir un artiste pop, souvent on a déjà écouté l'album avant, donc là, on reconnaît les chansons. Parce que oui, le jazz, bon, c'est pas toujours instrumental, mais elle, c'est instrumental. Le piano qui domine, bien sûr, mais il y a des très belles mélodies, des très beaux arrangements, et on reconnaît, même quand vous écoutez l'album au complet, on reconnaît certaines lignes mélodiques. On se dit « Ah, mais ça, c'était dans telle chanson. » Donc, si vous l'écoutez avant, quand vous allez la voir à la Maison des Arts, vous allez reconnaître en plus les pièces musicales, les chansons, si on peut dire. Et apparemment que c'est un album à saveur plus internationale qu'elle aurait composé dans ses voyages. Oui, oui, tout à fait. Il y a des
les influences, on reconnaît des influences de musique latine dans la rythmique, dans plusieurs chansons. Il y a même une chanson qui s'appelle Boléro. Et puis justement, j'ai les titres. C'est toujours intéressant de découvrir les titres des albums de jazz, de musique instrumentale, parce que souvent, on se dit pourquoi ils ont choisi tel titre. Il y a des titres assez loufoques. Bien, c'est ça. Bon, il y a Couleur de lune, bien sûr, le titre de l'album. Il y a Forever Young, la deuxième pièce. Mais il y en a une qui m'a fait sourire. C'est How Can You Miss a Fruit Salad? Comment est-ce que vous pouvez rater une salade de fruits? Ben oui, pour le titre d'une chanson jazz, ça prend tout son sens. Mais c'est ça qui est drôle de savoir. Bon, j'ai pas la raison pour laquelle elle a nommé cette pièce-là ainsi, mais sûrement qu'il y a une histoire derrière. Ça serait drôle de lui demander pourquoi vous avez nommé telle pièce. Peut-être qu'elle venait de manquer une salade de fruits et se trouvait complètement abrutie. Et ça lui a inspiré une mélodie. C'est ça, exactement. Mais il y en a d'autres comme Weekend à Toulouse, très belle chanson. Là aussi, on reconnaît des influences, mais c'est vraiment un jazz qui s'écoute très, très bien. Et contrairement à certains préjugés qu'on peut avoir de la musique jazz, des fois, certaines personnes disent le jazz, c'est endormant. Ou je sais pas quoi, OK, ouais. C'est trop tranquille, le piano jazz. Mais non, elle, ça bouge beaucoup, même si c'est en trio, même s'il n'y a pas la grosse section de cuivre. Ça bouge beaucoup. Puis c'est un album qui s'écoute bien, donc en spectacle aussi. Puis Lorraine Desmarais, elle est montréalaise, je disais, d'origine, mais elle habite maintenant à Laval depuis quand même plusieurs années. Donc, on pourrait dire montréalo-lavalloise. Elle a remporté l'année dernière un coq d'or. Oui, le coq d'or pour la personnalité culturelle lavalloise. Donc, c'est ça qui est, avec Lorraine Desmarais, c'est pas seulement une grande jazzwoman, grande pianiste, c'est une grande femme culturelle une personnalité de la culture québécoise, point. Ouais. Comme Marie Chouinard, elle aussi, elle était officier de l'Ordre du Canada. Lorraine Desmarais a été nommée membre de l'Ordre du Canada il y a quelques années. En fait, c'était en 2012. C'est comme des Céline Dion dans leur discipline, si on veut. Elle représente bien le Canada, le Québec, partout dans le monde. Oui, quand même. Ce sont des femmes qui sont encore dans, on pourrait dire, la fleur de l'âge. Je veux dire, dans la cinquantaine, donc encore plusieurs années de création devant elles. Donc, manquez pas ce rendez-vous à la Maison des Arts de Laval le 20 février à 20h. Lorraine Desmarais et Couleur de lune. Couleur de lune, très alors... beau titre, j'aime bien ce titre. Oui, effectivement, et peut-être pour ceux qui apprivoisent le jazz, ça peut être un bon album pour rentrer en matière. Oui, procurez-vous-le dans les meilleurs disquaires. Merci, Anne-Marie. À bientôt. Il y a 5 ans, 14 villes au Québec comptaient au sein de sa population un quart de gens âgés de 65 ans et plus. Dans 10 ans, ce seront 500 villes. Justement, en prévision de ce vieillissement de la population, Laval est une des 700 municipalités qui a adopté le plan MADA. Pour nous en parler, nous recevons la régisseure de la vie communautaire à Laval, Lucie Gaudreault. Bonjour, Lucie. Bonjour, M. Rémy. D'abord, c'est quoi l'acronyme MADA et en quoi consiste ce plan? D'accord. Alors, l'acronyme MADA, c'est fort simple. C'est Municipalité Amie des aînés. Et dans le fond, ce en quoi consiste ce plan-là, c'est d'inciter les municipalités à adapter leurs programmes, leurs politiques et leurs services pour répondre aux besoins des aînés de leur communauté. Donc, être plus inclusive, je pense, hein, oui, entre autres. Oui, absolument. Ça vise l'inclusion, ça veut favoriser la participation des aînés, réfréner l'agisme, contribuer, dans le fond, à travailler en concertation et mobiliser toute la communauté pour répondre aux besoins, miser sur un vieillissement plus actif de sa population. Au moment où on se parle, c'est combien de gens ici à Laval ont 65 ans et plus? En fait, on parle de tout près de 16 de la population qui est âgée de 65 ans et plus. Donc, on arrivera très bientôt à ce quart de la population dont je parlais. Absolument, absolument. On y arrive tout doucement. Laval a même la certification MADA, non? Oui, absolument. Laval s'est vu décerner officiellement sa certification le 3 février dernier lors du passage du ministre Hébert à l'Hôtel de Ville de Laval. Et donc, maintenant, elle travaille concrètement sur les 8 grands axes d'intervention qu'elle a choisis avec son comité de partenaires. Vous les avez justement. Pouvez-vous nous en parler? Oui, absolument. Dans le fond, ils se déploient sur 2 grands axes. On parle de l'environnement bâti. Donc, on a l'habitat, tout le volet du transport, ainsi que les aménagements extérieurs et les bâtiments. Donc, ça, c'est les rues, les trottoirs, absolument, les rampes d'accès. Voilà, tout le volet d'accessibilité en termes des bâtiments ou aux abords des bâtiments, la voie publique, comme vous l'avez si bien dit, tous les trottoirs. Ensuite de ça, il y a tous les axes relativement à l'environnement social.
Il y a la participation sociale de nos aînés. Ensuite de ça, il y a tout le volet du respect et de l'inclusion sociale. Il y a l'engagement social et citoyen. Il y a les communications et l'information. Et pour terminer, il y a tout le volet du soutien communautaire et des services de santé. Donc, qui sont tous les grands axes sur lesquels ont été regroupés le lot des besoins qui avaient été identifiés de nos aînés et par lesquels on a, avec un comité de partenaires, comme je vous le disais, identifié 70 environ moyens concrets pour y répondre. C'est un plan triennal, hein? C'est sur 3 ans, oui. C'est-à-dire qu'on ne verra pas tout de suite. Mais graduellement, est-ce qu'on peut déjà voir, disons, les effets positifs de MADA? Bien, écoutez, de par effectivement tout le dynamisme des partenaires qui sont associés à ce beau projet-là, il y a déjà des actions concrètes qui ont été posées ou qui sont en voie de se réaliser. Je peux vous parler notamment, justement, M. le maire l'annonçait la semaine dernière, la Société de transport de Laval, de concert avec la municipalité, a annoncé qu'il y aura tout le service de transport en commun sera accessible gratuitement à nos aînés de Laval, et ce, dès le 1er mai 2014. Sinon, je peux vous parler aussi sur le site Internet de la municipalité. Il y a maintenant un onglet spécifiquement à la porte d'entrée du site Internet identifié aînés, par lequel nos aînés vont pouvoir aller chercher l'information qu'ils cherchent. Parce qu'ils sont de plus en plus branchés sur l'Internet. Oui. Il y a encore une grande portion qui ne le sont pas, mais de plus en plus, il y a des personnes âgées qui, justement, sont aguerries à ça. Dites-moi, entre autres, si moi, je veux avoir des informations sur le plan MADA, je fais comment? Bien, écoutez, il y a toujours le service téléphonique du fameux 311 de la municipalité. Et moi, j'invite toute la population et les partenaires à venir prendre connaissance tant du plan d'action Lavallois 2014-2017 que aussi tout le portrait qui a été dressé des services et des besoins des aînés de Laval. Ils sont accessibles sur le site Internet de la municipalité. Dès que vous cliquez à la page d'accueil sur l'onglet « Aînés », vous allez retrouver les versions PDF intégrales des 2 documents dont je viens de vous parler. Et si vous me permettez, je vais rajouter le numéro de téléphone qui est le 450-978-8000. Oui, absolument, pour les gens de l'extérieur. Pour les gens de l'extérieur, pour ceux qui voudraient justement s'informer sur le plan MADA. Bien, c'est extraordinaire que Laval soit une des 700 villes, mais qui a été la 204e ville à adhérer à ce plan MADA, mais surtout qui soit mise en marche en ce moment. Absolument. Puis il y a un beau comité de partenaires qui travaille très fort au quotidien. Bien, merci de penser à eux. Merci, Lucie. Merci beaucoup. Merci. Elle est notre collaboratrice beauté, et d'ailleurs, elle en est un bel exemple. Odile Chevassus, bonjour. Bonjour, c'est charmant. Hein? Ben non, mais tu le sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis le charme, c'est important quand même. Ce que j'ai pas en beauté, je l'ai en charme, tu vois? C'est bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis un peu dans ma zone, vraiment, de mon point de pétère. Là, je suis rendu de l'autre bord où je connais rien. Il va falloir que tu m'aides, parce que là, on va parler de masques pour les femmes. Bien, oui, effectivement. Bien, écoute, c'était une surprise de travailler avec toi ce matin. Sinon, je t'aurais fait une petite chronique homme. Bien, écoute, on reprendra ça une autre fois. Oui, avec grand plaisir. Alors, effectivement, les masques, tu as des masques pour chaque besoin. C'est important d'identifier premièrement ton besoin. Est-ce que tu veux éclaircir ta peau, la tonifier, l'hydrater, donner un coup d'éclat, exfolier? Bon, alors là, une fois que tu as identifié ton besoin, tu vas aller travailler avec des masques qui vont amener ce besoin-là et qui vont t'apporter ce bienfait-là. Et tout ça, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, là? Non. Il y a vraiment des effets bénéfiques, on les voit? Comme tous les produits soins, là, je veux dire, tu donnes à ta peau les besoins, puis tu vas combler. Puis effectivement, oui, j'en ai fait un ce matin. Ah, c'est ça que je vois, OK. C'est radieux. Donc, c'est celui pour le teint, j'imagine? Ce matin, j'ai fait un masque éclat. Alors, je vais te les présenter parce qu'il y en a toutes sortes. Avant de te les présenter, je veux dire que pour moi, je pense que ce soin-là, les masques, c'est celui que tu peux le faire le plus aussi à la maison. C'est-à-dire... vaut mieux rester à la maison dans ce temps-là, non? Oui, non, mais ce que j'ai vu. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Il y en a des verts, des roses, des noirs, il y en a toutes les couleurs. Mais outre ça, ce que je veux dire, c'est que tu as des recettes maison que tu peux faire aussi et que tu trouves facilement sur le net. Donc, c'est des ingrédients que tu as souvent sous la main, puis tu fais tes petits mélanges, alors que dans les autres soins de base, de crème ou de maquillage, tu le fais pas, tu l'achètes tout fait. C'est ça. Mais tu en as des tout faits aussi pour ceux qui sont peu moins manuels, un peu moins. Alors, tu vois, on y va dans le purifiant. Si tu as besoin de purifier ta peau, tu vas aller chercher des ingrédients qui sont faits. Tu vois, Clarence travaille tout le temps avec des plantes, avec des bienfaits toujours
biologique et en fait toujours 100% naturel pratiquement. Quand tu dis purifiant, ça va faire quoi à ma peau? Alors, le purifiant, celui-là, il est d'abord à l'argile. Il va enlever, purifier, c'est-à-dire souvent on est en contact tout le temps avec des éléments poussière, de pollution, oui. pollution, la le saleté, chauffage c'est vrai. Et tout ça. Donc, celui-là, il va être purifiant. L'argile va extraire et va affiner souvent tes pores de peau aussi. OK. Ça, c'est le premier. Purifiant. Après ça, on y va avec le coup d'éclat. Alors, le coup d'éclat, c'est celui que j'ai mis ce matin. Caudalie. Vraiment, t'es trop fort. Est-ce que ça va, les caméras? Oui, on va baisser les lumières, tu vas voir. Donc, ça, c'est pour avoir un teint plus clair. Oui, coup d'éclat, c'est que ça te donne un petit... tu mets 10 minutes, ça te donne un petit coup d'éclat. Alors, celui-ci, tu vois, il est avec... tu vois, en 10 minutes, tu as de l'acide glycolique, voilà, de la papaye. C'est souvent, ça va te donner... exciter ton petit port de peau. Ça doit être bon au goût, j'imagine, la papaye? Mais, enfin, c'est peut-être mieux pas. Hein? Okay. Non, souvent, il y a des ingrédients qui sont très tentants. Caudalie travaille beaucoup avec les vignes. Alors, on les sent, on apprécie l'odeur, on apprécie l'effet. C'est seulement 10 minutes. Celui-là, oui. Oui, OK. Oui. Mais souvent, les masques, hein, tu sais, c'est souvent pas très long. Hein. On parle moi, je pensais que ça pouvait durer des heures et des heures. Non, OK. Allons-y avec l'autre. Alors, celui-ci, ici, on parle encore d'argile. Marcel, évidemment, qu'on connaît bien, qui est fait chez nous ici. Alors, celui-ci, il est pour tout type de peau aussi. Il absorbe les impuretés. Donc, ceux qui ont des peaux qui sont un petit peu comme... Plus grasses? Oui, plus grasses. Des petits comédons, des petits... Alors, on absorbe. Celui-ci, il est assainissant. On y va avec un lissant beauté. Alors, le lissant, celui-là, il a des cellules actives de clémentine et de pétales de coquelicot. Il offre un bain d'hydratation qui dure 24 heures. Alors, ça hydrate ta peau pour une période de 24 heures, redonne évidemment de l'éclat aussi en hydratant, enlève les petites ridules. Tu sais, on a des petites ridules des fois qui sont juste déshydratées. Oui. Oui, mais des fois, c'est juste un manque d'hydratation. Ah oui, juste ça. Que tu le corriges juste... Juste avec ça. Juste avec ça, exactement. Et le dernier des masques? Alors, t'en as deux chez Dior, éclaircissant. Alors, lui... Ça, c'est comme l'autre, mais c'est un autre nom, quoi. Ah, le premier que je t'ai montré, c'était qui donnait de l'éclat. Oui, c'est ça. L'éclaircissant, c'est un peu ça aussi, non? L'éclaircissant, des fois, on a des peaux qui sont un petit peu tachetées. Oui, OK. Alors, celui-là va donner égalité à ta peau. Un petit papier sablé. Non, je sais. Sinon, je déborde un peu. Ça, c'est ton côté gueule, papier sablé. Les filles, on est moins papier sablé. C'est ça. Un petit peu, donc, ça donne de... Alors, purifiant, celui-ci, éclaircissant, pardon, c'est moi qui te mélange. Je m'ai retournée à l'autre tout à l'heure. Non, c'est ça. Alors, éclaircissant, peau neuve. Dior travaille les 5 critères de la peau transparente. Alors, c'est l'homogénéité, luminosité, hydratation, rebondi et la finesse de ton grain de peau. Alors, à l'intérieur, tu as ces 5 caractéristiques qui viennent rejoindre ta peau. Et là, il y en a un dernier. Et celui-ci... qui a l'air d'un CD, d'ailleurs. Frisson extrême. Alors, c'est éclaircissant aussi. J'aime les noms. Frisson. Nous aussi, on aime tout le temps les noms, les filles. Ben oui, c'est ça. Regarde. Alors, tu as le bas et le haut du visage que tu mets. C'est un masque, vraiment, là? Lui, c'est vraiment un masque en 2 étapes. Cette partie-là, puis la partie en haut. Tout à fait. Est-ce que tu dors avec ça ou tu fais... Non, OK. Ça encore, c'est une période de temps qui est déterminée. Non, tu dors pas avec ça. D'ailleurs, d'habitude, les conjoints moins ça aussi, tu sais, mais... Un peu turn sérieusement. Non, mais sérieusement, tu l'appliques... Puis ces masques-là, on fait ça quoi? Une fois semaine, une fois par mois? 1 à 2 fois par semaine, habituellement. Oui. Puis, frisson extrême, c'est qu'il te baisse ta température de 4 degrés. Donc, on l'utilise en période de chaleur. C'est bon. Oui. Okay. Je suis obligée d'hypothéquer ma maison pour acheter ça ou c'est des prix quand même assez abordables? C'est abordable, mais comme dans tous les produits de soins, tu en as de toutes les gammes de prix. Hein, selon. Oui. Bon, et donc, sinon, on a fait... tu y vas à petite recette maison, si ton budget ne te le permet pas. Ma fille, elle fait ça. Oui. Elle fait ça, elle fait ça. Peux-tu du soda à pâte, quelque chose de... En tout cas, elle a une face drôle quand elle sort de la salle de bain. T'as l'argile, t'as plein de l'avoine, t'as plein d'ingrédients maison que tu peux utiliser. OK. Bon, ben on a fait le tour, puis on se retrouve à la prochaine. Oui, absolument. Merci, Odile. Bonne journée.
Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais si jamais vous vous retrouvez devant un diagnostic de fin de vie, soit vous ou un proche, il est rassurant de savoir qu'il y a une maison de soins palliatifs ici à Laval, là où on peut terminer ses jours dans le respect et la dignité. Pour nous en parler, nous recevons son directeur général et sa coordonnatrice des bénévoles, Jean Comeau et Hélène Martineau. Bonjour et bienvenue à Laval et compagnie. D'abord, parlez-moi de cette maison de soins palliatifs de Laval. Alors, la maison de soins palliatifs de Laval, il y a une maison qui est située en bordure de la rivière des Prairies, tout près de l'église Saint-Vincent-de-Paul. C'est une maison qui accueille depuis maintenant 2010, donc depuis 4 ans, on accueille des gens qui sont en fin de vie, des gens qui ont du diagnostic de fin de vie d'environ 3 mois. Okay. Et on accueille 12 personnes à la fois, donc on a 12 chambres individuelles dans un environnement vraiment merveilleux et fantastique. Et c'est ça, c'est la maison comme telle. Quand il nous reste 3 mois à vivre et qu'on s'en va dans cet endroit-là, c'est là où vous intervenez, vous et les bénévoles, parce que vous en avez beaucoup. Comment est-ce qu'on entoure quelqu'un qui fait face à cette fatalité-là, dans le fond? On a une équipe de près de 100 bénévoles qui gravitent autour de la maison, donc à différents milieux. Ça peut être à l'accueil, aux soins, à l'entretien, à la cuisine. Mais tout spécifiquement aux soins, on a des équipes, des bénévoles vraiment dévoués qui sont près des gens, sont très interventionnistes. Ils ont une formation pour être près d'eux, que ce soit pour les aider à la nourriture, les soins de bouche, les soins d'hygiène, les bains thérapeutiques. Donc, ils sont formés pour ça. Donc, ils les entourent. On leur donne des formations aussi pour l'écoute pendant cette période-là, parce que les gens vivent toutes sortes de choses. C'est vraiment difficile à toutes sortes d'étapes au niveau du deuil. Donc, ils sont bien entourés, plus l'équipe de soins, les infirmières, les médecins. Donc, c'est toute une équipe. Tout le monde travaille ensemble dans le même esprit de bien-être, de respect, de dignité. D'ailleurs, chez vous, il y a une approche humaniste, plus que médicale. Donc, faites-moi un peu la différence. Il faut comprendre que les soins palliatifs, c'est un département, si on veut, de la médecine qui fait en sorte que l'on prend soin des gens qui sont en fin de vie. On ne parle pas du curatif. Alors, on ne guérit pas les gens. Par contre, on prend en soin tout ce qui est le contrôle de la douleur, le confort physique, bien sûr, mais on va très largement aussi prendre soin des besoins d'ordre psychologique, d'ordre social et d'ordre spirituel aussi. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre cette étape-là dans la plus grande sérénité, dans la meilleure situation possible, entourés aussi des proches. Alors, les familles sont très présentes. Les familles, 24 heures sur 24, peuvent venir à la maison. Et même, certains membres peuvent même dormir dans la chambre du patient. Oui. On a un lit spécial, un divan-lit, tout ça. Et on prend soin des petits détails. Exemple, si des gens ont des animaux de compagnie, sont en mesure, les animaux de compagnie peuvent venir les visiter à la maison et passer la journée avec eux. Les gens aiment la musique, on s'organise pour leur trouver des musiciens, pour leur faire de la musique. On a une dame qui vient faire de l'harpe à toutes les semaines de façon bénévole. C'est absolument génial. Donc, on prend soin. Et c'est ça. Il y a une parole que j'aime beaucoup qui dit que quand plus rien n'est à faire, tout est à faire. Et c'est ce que l'on fait de façon si admirable avec l'équipe de soignants, avec des gens qui sont rémunérés, des professionnels, mais aussi avec l'équipe d'Hélène, d'au-dessus de 100 bénévoles. C'est vraiment un mouvement d'humanisme et de générosité absolument incroyable dans la région de Laval. Il faut aussi s'occuper de l'entourage. Oui. C'est peut-être là que vous intervenez encore. C'est sûr que l'approche des soins palliatifs, c'est un système systémique. Donc, il y a un malade, mais aussi la famille qui est malade, parce qu'elle aussi vit beaucoup de choses. Donc, la travailleuse sociale, elle va beaucoup intervenir et on va être à l'écoute des petits détails. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un milieu de vie. Hein? Tout le monde se connaît, les gens se côtoient, les familles s'entraident même entre eux autres. Des fois, les gens vont manger ensemble. Donc, on est autour de tout le monde, on est à l'écoute de tout le monde. Si la sœur, le frère, le conjoint arrive puis qui est en détresse, tout le monde va arrêter ce qu'il y a à faire pour être près de ces gens-là puis aller chercher les ressources nécessaires dans la maison. Donc, on est dans le souci du détail du bien-être toujours, de la personne. C'est toujours la priorité de tout le monde, quelle que soit la personne, que ce soit l'entretien, la cuisine ou quoi que ce soit. Donc, les gens vont être là pour eux. Ce ne sont pas toutes les cultures qui ont la même approche face à la mort. C'est une réalité avec laquelle vous devez composer. Absolument. Qu'est-ce que vous faites pour des gens qui voient la mort autrement, peut-être même de façon joyeuse? Oui. Bien, c'est-à-dire que nous, on n'est pas... On approche les gens multiconfessionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On reçoit les gens comme ils sont et comme... Avec leur foi. Avec leur foi, leur croyance. Et on respecte ça beaucoup. Dans le fond, on ne veut pas vendre l'idée de vivre une situation de mort bien précise. Par contre, on offre aux gens la possibilité de le vivre le plus sereinement possible. Mais en fait, c'est eux qui le décident aussi. En général, les gens sont très ouverts. Les gens veulent vivre ça correctement avec leur famille. Et c'est correct. On veut leur offrir le mieux possible dans ce qu'ils veulent avoir et dans ce qu'ils sont. Il y a un énorme respect qui est lié à ça. Et ce qui est particulier dans cette maison-là, M. Rémy, si vous permettez, c'est que souvent, on pense théoriquement que c'est une maison qui est triste un peu parce qu'on parle de la mort et tout ça. Moi, je veux
dirais que c'est curieux. C'est plutôt l'inverse. On parle pas de la mort, on parle beaucoup de la vie. On sait que les gens savent très bien, ils sont au courant, ils veulent venir à cette résidence-là. Sauf qu'on parle de la vie, on parle des bons moments. Et puis, moi, je peux vous dire, puis Hélène peut le confirmer, ça arrive beaucoup plus là que ça peut pleurer. Ah, oui. Particulièrement, oui. Et puis, c'est pas par déni, rien. C'est que les gens sont conscients de ce qui se passe. Mais ils célèbrent la vie dans les petits détails, d'être en famille, d'être avec les amis, la visite qui vient les voir. Nous, on essaie d'organiser des fois des petites réunions de famille, des parties, puis on essaie de créer des bons moments, des moments magiques avec ces gens-là. Et c'est ce qui fait tout le sens à nos actions. On est plus dans le moment présent. Bien, ça doit, bien sûr, étant donné... On n'est que là-dedans. Absolument. Comment les gens sont référés à votre maison? Bien, en fait, il y a un guichet unique qui est le Centre de cancérologie de Laval. En fait, c'est pour y avoir accès, les gens utilisent un fax, un numéro de fax avec la magie de la Oui, il va apparaître au bas de l'écran. Ben oui, voilà. C'est ça. Merci le montage, génial. Et ça, à ce moment-là, c'est qu'on demande aux professionnels de la santé, donc les médecins référents, d'envoyer de l'information, de la demande là. Et il faut dire qu'il y a d'autres ressources dans la région. Il y a aussi une unité de soins palliatifs au centre de la santé à Laval, mais aussi à la maison. Donc, ça va être... Le référencement se fait par cette voie d'entrée-là. Il reste 30 secondes. On a besoin de bénévoles toujours? Bénévoles, la campagne s'en vient aussi. Campagne de levée de fonds, oui. Bien sûr. Je vous en parle parce que c'est une campagne importante. On va appeler 150 000 résidents, 150 000 résidences. On va faire une campagne de sollicitation téléphonique qui va débuter bientôt. On va appeler les gens, leur en parler de ce que c'est. Par la suite, on va leur envoyer une lettre de remerciement et une enveloppe réponse. Donc, attendez-vous à être rejoints par téléphone. On a besoin de 900 000 par année pour faire fonctionner cette maison-là. Malgré les 100 bénévoles, on a quand même besoin de toute une équipe de professionnels. C'est 900 000 par année. Le numéro de téléphone pour vous joindre, c'est le 450-936-4300. Exactement. Sinon, il y a le site Internet qui est le msplaval.ca, donc MSP pour Maison de soins palliatifs Laval.ca. Et en terminant, vous qui côtoyez la mort à tous les jours, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Bien, écoutez, c'est peut-être qu'on apprend à vivre la vie. À partir du moment où on accepte la mort, je pense qu'on apprend à vivre les bonnes choses de la vie. Puis on s'occupe après ça de la mort. La mort, elle va venir. On se stresse plus avec ça et on la vit de façon... C'est une grosse différence, moi, je dirais. Je trouve que ça nous emmène à être dans le moment présent et ça change notre relation aussi à notre famille, je trouve. C'est d'être avec eux autres, leur expliquer que ça fait partie de la vie. Souvent, c'est des sujets tabous. Oui. Donc, on les aborde d'une façon différente parce qu'on voit trop de gens qui ne sont pas prêts à ça et que ça cause vraiment des problématiques. Donc, on aborde le sujet. J'aimerais souligner Facebook aussi. On a un site Facebook. Oui. Les gens viennent nous dire un petit tourlou, voir des photos, des témoignages, tout ça. Alors, venez nous dire un petit bonjour, ça nous fera heureux on sera heureux de vous voir. Bien sûr. Merci Hélène, merci Jean. Merci infiniment, M. De la Maison des soins palliatifs de Laval. Je n'ai jamais eu la chance de travailler avec lui dans le cadre de cette émission-ci de Laval et compagnie, parce que c'est toujours Amélie qui est là. Et comme Amélie est prise dans un avion quelque part, bien, ça me fait plaisir de faire cette chronique avec toi. Alors, Nicolas Vincent Poirier, tu nous parles cette semaine encore du film Dallas Buyers Club, mais d'une autre façon. Oui, tout à fait, parce que, bon, c'est un film qui est nominé pour 6 Oscars et je suis vraiment sous l'impression qu'il peut vraiment gagner le meilleur film de l'année. Et bon, sauf que de la grosse compétition, Nicolas. Il y a de la grosse compétition, oui. Mais bon, quand on regarde le reste, bon, moi, je pense que Gravity, ça peut gagner pour la meilleure réalisation. Mais le meilleur film de l'année, Dallas Buyers Club, je pense que c'est très bien parti. Si on prend... Wolf of Wall Street, c'est peut-être un petit peu trop vulgaire pour peut-être les membres de l'Académie. Ah oui, tu penses? Donc ça pourrait donner une chance. Ça pourrait donner une chance. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bonnes chances que ça remporte le prix du meilleur film de l'année. Et bon, évidemment, c'est pas Jean-Marc Vallée qui aurait cet Oscar-là parce que ça va aller au producteur. Mais par contre, le film est quand même nominé au niveau du montage. Et c'est Jean-Marc Vallée qui a fait une partie du montage. Donc, il pourrait avoir un Oscar pour ça. Parle-moi de McConaughey. McConaughey et Leto, qui sont les deux vedettes de ce film-là. Oui, écoute, Matthew McConaughey, il a perdu comme 47 livres pour faire ce film-là. C'est incroyable. Et Jared Leto, lui, ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vu au cinéma. Il a perdu 30 livres. À cette heure, on peut se dire, bon, 30 livres et 47 livres, c'est beaucoup, mais Jared Leto, en 2007, il a fait un film qui s'appelle Chapitre 27. Et dans le fond, ça raconte l'histoire de l'assassin de John Lennon. Et Jared Leto joue son personnage et pour le rôle, il a dû prendre 60 livres. C'est quand même énorme. Et vu qu'il l'a pris assez rapidement,
à plusieurs moments, il était obligé d'être dans une chaise roulante parce qu'il n'était pas capable de supporter son propre poids, vu que c'était trop rapide. Donc, ça fait quand même 5 ans qu'on ne l'a pas vu au cinéma. Et bon, ça a l'air qu'il est resté dans son rôle vraiment tout le long du film, même quand il n'était pas en train de tourner. Puis bon, écoute, ils sont vraiment incroyables, ces deux-là. Ils sont excellents dans leur rôle. C'est sûr que Matthew McConaughey, je pense qu'il y a des très bonnes chances aussi de gagner le meilleur acteur. Et ce qui est drôle, c'est d'où provient ce film-là. Oui, tout le monde sait un peu c'est quoi l'histoire. C'est l'histoire du redneck typique américain des années 80 qui apprend qu'il a le sida et qui change sa vie... de bord. Puis qui cherche un médicament, c'est ça? Parce qu'on ne peut pas vraiment l'avoir à cette époque-là. Oui, bien, les médicaments à cette époque-là, de ce qu'on montre dans le film, c'était pas ce qu'il y a de plus efficace. Et ça causait beaucoup plus de problèmes. C'est ça. Donc, lui, il allait vers une alternative beaucoup plus naturelle, disons. Et c'était pas quelque chose qui était accepté aux États-Unis. Donc, il allait chercher sa médication au Mexique ou ailleurs, puis il se faufilait un peu avec... Donc, de là, le nom du film, le Dallas Buyers Club. C'est ça, parce que dans le film, bon, il n'y a pas le droit de vendre cette médication-là, mais il y a le droit de se former un club et de vendre des memberships. Et là-dedans, bien, une fois que tu es membre, tu as ta médication gratuite. Ça fait que, Est-ce que je t'ai fait dérailler dans le sujet? As-tu d'autres faits à nous parler de ce film-là? Tout à fait. C'est l'origine de ce film-là, parce que ce film-là, ça fait une vingtaine d'années qu'il a été écrit. Et même au niveau du scénario, c'est ça. Ceux qui l'ont fait, c'est des jeunes scénaristes qui n'ont jamais rien écrit avant. Et ils sont nominés aussi pour le meilleur scénario de l'année. Et ça fait 20 ans qu'ils sont en écriture. À un moment donné, des années 90, il y avait Brad Pitt qui était censé jouer le rôle principal. À un moment donné, il y avait même Dennis Hopper qui était censé réaliser le film. Et bon, après 20 ans, finalement, bon, il y a eu ce casting-là incroyable. Et moi, je pense que le film, c'est ça. Il y a tellement de chances de gagner plein de prix, là. Donc, sur 10, tu estimes les chances de Dallas Buyers Club de sortir avec des statuettes à quoi? 9. 9? 9. Et surtout, par rapport à la stratégie de vente du film. Ce film-là a fait 23 millions jusqu'à date en Amérique du Nord seulement. Le film est sorti juste avant la saison des galas. Et quand est-ce qu'il sort dans le reste du monde? Bien, justement, à partir du mois de janvier. Justement, juste avant les Oscars. Comme par hasard. Aux remises de prix. Donc, il se fie vraiment au bouche à oreille puis à la remise de prix pour faire la pub sur ce film-là. Donc, moi, je pense que ça a des très bonnes chances à cause de cette stratégie. De mémoire, c'est quoi, début mars, la soirée des Oscars? Début mars, la première fin de semaine de mars, si je me... D'habitude, moi, c'est un peu ça. Rapidement, j'ai vu la bande-annonce de Robocop, le nouveau film. C'est quoi, le 4e de la franchise? Le 4e de la franchise, le gros reboot. Ça fait des années qu'ils sont en préparation. Et je pense pas qu'ils ont réussi à bien l'avoir aussi, parce que, bon... La bande-annonce est plate. Oui, la bande-annonce est plate. Et le film a été retardé plusieurs mois. Ah, ouais. Ça envoie un signal. C'est que les studios sont pas confiants de leurs produits et ils le retardent justement au mois de février, où il y a un peu moins de compétition. On se rappellera, l'année passée, à la même date, il y a le film Die Hard 5 qui est sorti, qui était considéré comme le pire de la franchise. Donc, c'est un signe. C'est un film qui sort là. Fait qu'on n'est pas dans la haute saison des films là, en ce moment-là. Non, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vas revenir à l'émission pour nous en parler. Oui. Merci, Nicolas. Merci à toi. Merci. Vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire? Il y a différentes façons pour nous joindre, entre autres par téléphone, le 450-973-8005 et sinon par courriel, vous pouvez nous écrire à info@tvrl.ca. Vous l'aurez remarqué, Amélie n'était pas là aujourd'hui. Je m'ennuie d'elle. Je lui souhaite bien sûr de retrouver l'avion pour venir nous joindre pour la semaine prochaine. Je voudrais bien sûr en passant remercier tous nos invités qui sont passés en studio. Ils étaient nombreux aujourd'hui. Danick Lessard des Braves de Laval, Benoît Girard de l'École de piano et de guitare Benoît Girard. Il y avait aussi Yannick Carl Demers et Émilie Giroir Angrignon du concours droit de cité. Il y avait aussi Lucie Gaudreau de la ville de Laval, de même que Jean Comeau et Hélène Martineau de la Maison des soins palliatifs de Laval. Et bien sûr, tous nos chroniqueurs qui nous sont inestimables et tellement, bien sûr, précieux. Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Odile Chevassu, Peggy Bellan et Nicolas Vincent Poirier. Merci aussi à Manon Lemieux pour la recherche et coordination. Notre maquilleuse Sophie Roy, nos caméramans Daniel Pascal et Marc et à la réalisation Alain Huppé. En terminant cette phrase fétiche pour terminer l'émission, une ville, peu importe sa taille, ceux qui la regardent vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, je vais être avec Amélie. Bye!